Je suis rentrée plus tôt que prévu de mon voyage. La porte de notre appartement à Paris, que j'avais quitté il y a seulement 3 semaines, s'est ouverte sur une atmosphère étrange. Un parfum, pas le nôtre. Un mélange de lavande et d'un autre effluve, plus doux, plus sucré, qui ne m'appartenait pas. Un frisson a couru le long de mon échine, mais je l'ai ignoré. J'ai déposé ma valise, lourde de souvenirs et de cadeaux, dans l'entrée. Le silence de l'appartement semblait crier plus fort que n'importe quel bruit. J'ai traversé le salon, mes pas résonnant sur le parquet ciré que j'avais choisi avec tant de soin. Tout semblait à sa place, et pourtant, tout était différent. Les coussins sur le canapé n'étaient plus arrangés de la même façon. La pile de magazines sur la table basse avait changé d'ordre. Des détails insignifiants pour certains, mais pour moi, c'étaient des fragments d'une vie que je connaissais par cœur, et qui subitement me semblait étrangère. Je suis allée directement dans notre chambre. Le lit était fait, impeccablement, trop impeccablement. J'ai ouvert l'armoire, cherchant la chemise de nuit en coton doux que j'avais achetée pour Julien, celle qu'il adorait. Elle n'était pas là. À sa place, un tissu de lin brut, rigide et inconfortable au toucher. Une pointe d'amertume a traversé mon cœur. Julien avait la peau si sensible. Je m'étais toujours assurée qu'il ne porte que des matières douces. Ce changement, si anodin en apparence, était un signe. Ensuite, le bureau de Julien. C'était son sanctuaire, un endroit où je me rendais rarement sans y être invitée. Mais aujourd'hui, une force invisible m'y a poussé. Le léger arôme de mon thé vert préféré, celui que je lui préparais chaque matin avant que nous n'allions au travail, avait disparu. Il était remplacé par l'odeur âcre du café fort, que Julien n'aimait que très occasionnellement. Et puis, elle était là, dans notre cuisine, vêtue d'un tablier trop grand pour elle, Clara Miel, sa nouvelle secrétaire. Son regard croisant le mien était empreint d'une assurance insolente, presque provocatrice. Elle était jeune, si jeune, 23 ans à peine. « Oh, Élise, vous êtes déjà de retour ?» dit-elle, sa voix étonnamment calme, presque trop calme. Un sourire narquois a effleuré ses lèvres. Le directeur général Julien a dit que l'ancien ne part pas. Comment le nouveau peut-il venir ? Un glaçon s'est formé dans ma poitrine. La phrase, d'une banalité affligeante, a claqué comme un coup de fouet. L'ancien ne part pas. Comment le nouveau peut-il venir ? C'était donc ça. J'ai pris une inspiration profonde, mon cœur battant la chamade, mais j'ai gardé mon calme. C'était une gamine, une novice. Mais elle avait réussi à s'immiscer dans ma vie, dans mon foyer. Je l'ai regardée, un sourire forcé sur les lèvres. « Ne vous inquiétez pas, ma chère Clara, » ai-je répondu, ma voix un peu plus forte que je ne l'aurais voulu. « Vous aussi, vous finirez par être l'ancienne. » Son visage s'est figé. La provocation s'est transformée en un instant en offense. Elle a pincé les lèvres, ses yeux s'emplissant d'une humidité de petite fille blessée. Fille blessée. Et laissez ça, le laisser ici. Élise Calici. Et génial, le laissant m'attirer. Et qu'est-ce que c'est sans ce que vous rassez-vous les choses, vous voulez dire. Je n'ai que de bonnes intentions. Juste à ce moment, Julien est apparu dans l'encadrement de la porte. Il portait un peignoir de lin, le même tissu que la chemise de nuit que j'avais trouvée. Ses cheveux étaient bourriffés, un peu plus longs que d'habitude. Il était élégant, comme toujours, mais une ombre planait sur son visage, un mélange de surprise et de culpabilité. Il a posé son regard sur moi, puis sur Clara, qui s'est blottie un peu plus dans son tablier, jouant la victime innocente. « Élise, tu es rentrée !» a-t-il dit, son ton changeant en un clin d'œil, passant de la surprise à une douceur feinte. Il s'est avancé, a ramassé mon sac de voyage que j'avais laissé tomber et l'a déposé plus loin. « Ne te fâche pas dès ton retour. » Il souriait, mais son corps était légèrement incliné vers la gauche, formant un bouclier protecteur devant Clara. Clara est encore jeune, ne l'effraie pas. Je t'expliquerai tout à l'heure. Je l'ai regardé, lui et son peignoir de lin. J'ai tendu la main, touchant le tissu rêche. Mes doigts ont glissé sur la matière, un contraste frappant avec la douceur du coton qu'il portait d'habitude. J'avais pris soin de sa peau pendant des années, m'assurant qu'il ne porte que des vêtements confortables. Il était si délicat, si sensible. Le lin allait lui provoquer des rougeurs, des démangeaisons. Mais il semblait l'aimer, ou du moins, il semblait l'accepter. Ce n'était pas son style, ce n'était pas nous. « Ah oui, très jeune », ai-je dit, un sourire énigmatique sur le visage, et déjà si attentionné envers les autres. Clara Miel s'est empressée d'enlever son tablier, a attrapé son sac, et s'est avancée vers moi. Son visage était une tentative de dignité offensée, bien qu'elle bouillonnait de ressentiment. « Élise, je suis désolée de vous avoir dérangée aujourd'hui. Le directeur général Julien m'a beaucoup aidé au bureau, je voulais juste lui préparer un repas. » Elle a baissé la tête, comme si elle s'excusait. L'estomac du directeur général Julien n'est pas bon, et il ne mange pas bien au bureau.
J'ai entendu dire que vous voyagez beaucoup, si vous avez le temps, essayez de prendre plus soin de lui. Puis elle s'est tournée vers Julien, ses yeux suppliants. Excusez-moi, directeur général, je vous ai dérangé. Elle a ensuite quitté la maison à toute vitesse. Ridicule, j'ai failli éclater de rire. 7 ans de mariage, et voilà que cette gamine venait me sermonner, me conseillant de prendre soin de mon mari. Le regard de Julien a suivi Clara jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Sa pomme d'Adam a tressailli. Puis, il s'est tourné vers moi, un soupçon d'agacement dans la voix. « Pourquoi n'as-tu pas prévenu de ton retour ?» J'ai courbé les lèvres, un mélange d'impuissance et d'amertume. « Si j'avais prévenu, tu n'aurais pas eu l'occasion de manger ce bon repas aujourd'hui, n'est-ce pas ?» Je me suis souvenu de son message, juste avant mon retour. Il disait qu'il était fatigué, qu'il irait se coucher tôt. Tout était préparé. La chemise de nuit, la nourriture et même la compagnie. Si je n'étais pas rentrée, il aurait sûrement dormi profondément. Un silence pesant s'est installé dans la pièce. L'air était si épais qu'on aurait pu le couper avec un couteau. Moins de 10 minutes plus tard, le téléphone de Julien a sonné. Une sonnerie entraînante, presque grotesque, qui n'était absolument pas le genre de musique que Julien aurait écouté. Il a jeté un coup d'œil furtif vers moi, puis a décroché. La voix de Clara Miel, bien que légèrement étranglée, était parfaitement audible de l'autre bout du fil. « Directeur général Julien, je suis désolé, cet endroit est vraiment isolé, j'attends depuis longtemps et je ne trouve pas de taxi. » Puis sa voix est devenue plus plaintive, presque suppliante. « Directeur général Julien, je ne sais pas comment rentrer chez moi. Ma mère m'attend toujours à la maison. » Julien a froncé les sourcils, une expression de réelle inquiétude sur le visage. Il semblait agacé, pressé. « N'ayez pas peur. Trouve un endroit sûr où attendre. J'arrive tout de suite. » Il a raccroché, son regard est retombé sur moi. Il s'est redressé, a pris une profonde inspiration et a commencé à expliquer, comme s'il récitait un script qu'il avait préparé à l'avance. Clara est encore une enfant. Elle vient juste de terminer l'université cette année. Il a fait une pause, son regard cherchant une validation que je n'étais pas prête à lui donner. Elle a eu la gentillesse de venir s'occuper de moi. Ce ne serait pas juste de ne pas la raccompagner chez elle. Il semblait s'être convaincu lui-même. Sans même me demander mon avis, il a attrapé les clés de sa voiture sur la console de l'entrée et a quitté la maison. Pas un seul mot de joie ou d'inquiétude pour sa femme, qui venait de rentrer d'un long voyage. Rien. J'ai attendu quelques minutes, le temps que le bruit du moteur de sa voiture s'éloigne. Puis, je me suis dirigée vers le balcon. De là, je pouvais voir la rue en contrebas. La silhouette de Julien est rapidement apparue. Clara Miel l'attendait, ses mains serrées sur son sac. Je ne sais pas ce qu'elle lui a dit, mais elle s'est jetée immédiatement dans ses bras. Elle s'est blottie contre lui, une petite poupée fragile, la tête sur son épaule. Julien ne l'a pas repoussée. Il l'a laissée l'enlacer, ses bras s'enroulant autour de son cou. Elle s'est hissée sur la pointe des pieds, offrant ses lèvres. Je les ai regardées fixement, sans cligner des yeux. Julien a résisté à peine 2 secondes, puis il a inversé la situation, prenant l'initiative. Ils se sont embrassés avec une telle ferveur qu'ils semblaient incapables de se séparer. Je les ai observés, un sentiment étrange de détachement m'envahissant. « Ah, la jeunesse !» me suis-je dit avec un sérieux teinté de cynisme. L'amant en bas, la femme officielle en haut, et ils n'avaient même pas l'air de se soucier d'être découverts, trop occupés à revendiquer leur territoire. C'était à la fois pressé et téméraire. J'ai sorti mon téléphone et j'ai pris quelques photos. Pas de tristesse, juste un vide dans ma tête. Je me suis laissé tomber sur le canapé, le dos contre les coussins. Tout le monde a été jeune un jour, mais personne ne reste jeune pour toujours. Julien m'avait serré dans ses bras, les larmes coulant sur son visage, le cœur brisé. Il avait pleuré en disant que je le traitais si bien, qu'il ne me trahirait jamais de sa vie. S'il lui arrivait un jour de rompre son serment, qu'il soit écrasé par une voiture. Plus tard, nous avons créé notre entreprise. J'étais un peu plus douée que Julien pour parler aux gens. Nous avons arpenté le marché ensemble. Je m'occupais des négociations, il s'occupait des verres. Unis dans le même but, nous avons finalement réussi à bâtir l'entreprise que nous avions aujourd'hui. Ensuite, Julien est devenu une figure montante dans le monde des affaires. Le temps a passé et il a dit qu'une entreprise dirigée par un couple marié ne faisait pas bonne figure à l'extérieur. Il m'a alors donné 40% des actions. Il disait que c'était pour que je puisse me reposer. Mais en réalité, c'était pour me déloger du contrôle de l'entreprise. Un homme si ingrat, si infidèle, si dénué de tout sens moral. J'y ai vraiment réfléchi sérieusement. Le serment de Julien, celui d'il y a des années, pourquoi n'avait-il pas encore été accompli? La nuit s'était tirée, lourde et silencieuse. J'ai passé les heures suivantes à errer dans l'appartement, chaque objet, chaque recoin ravivant un souvenir, une promesse, un mensonge.
Le parfum étranger semblait imprégner chaque fibre des tissus, chaque surface de bois, même l'air que je respirais. Il y avait une urgence sourde en moi, une nécessité de comprendre, de déterrer la vérité sous les couches de la tromperie. Julien est rentré tard, bien après minuit. Il est entré sur la pointe des pieds, croyant sans doute que je dormais. Il n'a pas allumé les lumières, naviguant dans l'obscurité avec une familiarité qui m'a dérangée. J'étais assise dans le salon, dans le noir, le cœur battant un rythme étrange. Il a frissonné en me voyant, une ombre silencieuse dans le fauteuil. « Élise, tu ne dors pas ?» Sa voix était rauque, trahissant la fatigue et peut-être un soupçon de peur. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai laissé le silence parler pour moi, un silence lourd de tout ce que j'avais vu et de tout ce que je savais. Enfin, j'ai parlé, ma voix calme, presque détachée. Je n'ai pas sommeil. Il a allumé une petite lampe, la lumière tamisée éclairant son visage. Il avait l'air fatigué, ses traits tirés. Il a évité mon regard, fixant un point au-dessus de mon épaule. J'ai raccompagné Clara. Elle était vraiment perdue. Je l'ai vue, ai-je dit simplement. Son corps s'est raidi. Il a enfin posé son regard sur moi, ses yeux pleins d'un mélange de surprise et de défense. « Tu m'as vu ?» ?»« Oui, ai-je confirmé, depuis le balcon. Une belle scène, très romantique. » Il a pâli. Son visage, d'habitude si confiant, si lisse, s'est froissé. Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Les mots semblaient le fuir. Je ne lui ai pas laissé le temps de trouver une excuse, de fabriquer un mensonge. Ce n'est pas la première fois, n'est-ce pas, Julien? Ma voix était douce, dangereusement douce. Ce n'est jamais la première fois. Il n'a pas répondu. Il s'est contenté de me regarder, un mélange de honte et de résignation dans ses yeux. À ce moment-là, j'ai compris que ce n'était pas juste une passade, pas juste une erreur. C'était un mode de vie pour lui, une habitude, un oubli de notre histoire, de nos sacrifices, de notre serment. Le lit brut te va bien, ai-je continué, mon regard se posant sur son peignoir. Moins doux que le coton, mais plus adapté peut-être. Il a baissé les yeux, fixant le tissu. Il semblait soudainement petit, vulnérable. L'homme que j'avais aimé, l'homme avec qui j'avais bâti un empire, semblait s'effriter sous mes yeux. « Élise, je... » Il a tenté de parler, sa voix à peine un murmure. « Ne dis rien, Julien, l'ai-je interrompu. Je n'ai pas envie d'entendre tes excuses, elles ne changeraient rien. » Je me suis levée, mes jambes un peu engourdies par la longue attente. Je me suis dirigée vers la chambre, laissant Julien seul dans le salon, dans la pénombre. Je savais que la nuit ne m'apporterait pas le sommeil, mais elle m'apporterait la clarté. Dans la chambre, j'ai ouvert mon ordinateur portable. Les photos que j'avais prises de Julien et Clara s'affichaient sur l'écran. Ce n'était pas un geste de colère, ni même de douleur. C'était une preuve, un rappel visuel de ce que j'avais vu, de ce que je savais. Je n'avais pas l'intention de les utiliser pour me venger. Pas encore, mais elles étaient là, gravées, pour ne jamais oublier ce moment précis. J'ai commencé à réorganiser mes pensées, mes souvenirs. Élise Dufour, 34 ans, cofondatrice d'une entreprise prospère avec son mari, maintenant invitée à se retirer de la gestion. Julien Thévenet, 38 ans, nouveau PDG à succès, charmeur, mais dont la moralité était aussi fissurée que le verre. Clara Miel, 23 ans, secrétaire jeune et rusée, se considérant comme la guérisseuse de Julien. 3 personnes dans un même tableau, chacune avec un rôle différent. La femme légitime, la nouvelle venue et l'homme qui avait trahi son propre serment. Mon histoire, celle de mon mariage, de notre ascension, était sur le point de prendre un tournant inattendu. Ce n'était pas la fin d'une histoire, mais le début d'une autre. Une histoire de réveil, de résilience, de vengeance silencieuse. Le serment du lin brut. Une promesse jadis faite, maintenant pourrie. Et une femme, moi, Élise, sur le point de se réveiller du profond sommeil de l'illusion. La première bataille venait d'être livrée. La paix apparente de notre foyer avait volé en éclats. La guerre, elle, ne faisait que commencer. Et je ne serais pas celle qui perdrait. Pas cette fois. Je me suis allongée, les yeux ouverts, dans l'obscurité, le visage d'un calme trompeur. La flamme froide de la trahison brûlait en moi. Mais elle ne consumerait pas. Elle éclairerait mon chemin. Les jours qui ont suivi mon retour ont été un flou étrange, une danse macabre entre le passé et le présent. Chaque matin, je me réveillais dans ce lit que nous partagions, mais la chaleur de Julien à mes côtés avait la texture d'un mensonge. Son toucher était mécanique, ses baisers dépourvus de passion, des gestes appris, répétés. Le parfum sucré de Clara Miel persistait dans l'air, une signature olfactive de sa présence passée et peut-être de sa présence future. Je l'ai respiré, le goût de l'amertume sur ma langue comme un poison lent. Des bribes de notre passé défilaient dans mon esprit,
des souvenirs doux et amers comme des pétales fanés. Je me suis souvenu de nos débuts dans notre petit appartement de Saint-Denis. Nous étions jeunes, fauchés, mais remplis d'un amour fou, d'une ambition dévorante. Julien avec ses idées audacieuses et moi avec ma capacité à les concrétiser. Nous passions nos nuits à rêver, à échafauder des plans, à dessiner des logos sur des serviettes en papier. Un soir d'hiver particulièrement rude, la grippe m'avait cloué au lit. Julien, à l'époque, était mon pilier. Il avait travaillé jour et nuit, pris des petits boulots pour payer les médicaments et la nourriture. Il m'avait préparé des bouillons chauds, des tisanes, veillant sur moi sans jamais se plaindre. Je l'ai revu, son visage émacié par la fatigue, mais ses yeux brillants d'une tendresse infinie. Il m'avait serré dans ses bras, sa voix grave me murmurant des promesses d'un avenir meilleur. « Élise, nous réussirons, ensemble, je ne te laisserai jamais. » Ces souvenirs étaient comme des éclairs déchirant la toile sombre du présent. Maintenant, il était là, à côté de moi, mais à des kilomètres. Son esprit était ailleurs, avec Clara, avec cette nouvelle vie qu'il construisait loin de moi. Notre appartement, notre foyer, était devenu un champ de bataille silencieux, un théâtre où se jouait la pièce de notre effondrement. J'ai commencé à observer Julien avec une acuité nouvelle, celle d'une étrangère. Chaque geste, chaque mot, chaque omission était une pièce du puzzle. Il passait de plus en plus de temps au bureau, invoquant des réunions tardives, des projets urgents. Je l'écoutais, un sourire intérieur, sachant pertinemment que ces réunions avaient le doux nom de Clara Miel. Ses appels téléphoniques étaient plus discrets, ses messages consultés avec une anxiété palpable. Un soir, alors qu'il se préparait à sortir pour l'une de ces réunions, il a enfilé le costume que je lui avais offert pour notre anniversaire de mariage. C'était un costume en laine fine, d'une élégance intemporelle, mais sur son poignet, il y avait une trace. Une légère égratignure, celle que l'on fait parfois en se frottant à un tissu rêche. Le lin brut. Le contraste était frappant. Le passé doux et confortable du coton, symbole de notre amour simple et pur. Et le lin brut du présent, rugueux, inconfortable, un symbole de la trahison. C'était comme si chaque détail, chaque fragment de notre vie s'était transformé pour refléter cette rupture. Le parfum du mensonge était partout. Il imprégnait les draps, les vêtements de Julien, même l'air ambiant de notre appartement. Mais le plus insidieux était le mensonge dans ses yeux. Il essayait de paraître normal, de maintenir la façade, mais il ne pouvait pas cacher la fuite. Le regard fuyant, les silences pesants, les gestes tendus, tout trahissait son infidélité. Je me suis souvenu de ce serment qu'il m'avait fait, il y a si longtemps. Si jamais je te trahis, que je sois écrasé par une voiture. C'était une phrase d'enfant, pleine de l'exagération de la jeunesse, mais elle portait le poids de sa sincérité d'alors. Et maintenant, il roulait dans cette même voiture, celle que nous avions achetée ensemble, avec nos premiers bénéfices, celle qui était devenue le symbole de notre réussite, pour aller retrouver une autre femme. Chaque fois qu'il prenait le volant, je me demandais si ce serment, oublié depuis longtemps, n'allait pas le rattraper. J'ai cessé de me lamenter. La tristesse s'est transformée en une froide détermination, et je n'allais pas faire de scandale, pas de larmes, pas de cris. Ce n'était pas mon style. Ma vengeance serait silencieuse, méthodique et dévastatrice. J'allais devenir l'architecte de sa chute, pièce par pièce, sans qu'il ne s'en rende compte. Mon ancien rôle à la tête de l'entreprise m'avait donné accès à de nombreuses informations. Les comptes, les projets, les partenaires. Je connaissais les rouages internes mieux que personne. Mon éviction, présentée comme un repos bien mérité, m'avait en réalité libéré des contraintes du quotidien, me donnant le temps de me concentrer sur mon véritable objectif, la chasse. J'ai commencé à fouiller. D'abord dans la maison. Les relevés bancaires, les courriers, les factures. Tout ce qui pouvait révéler les petits arrangements de Julien. J'ai trouvé des reçus de dîners coûteux, dans des restaurants que nous n'avions jamais fréquentés ensemble, des tickets de cinéma, des réservations d'hôtels, des indices subtils mais indéniables de sa double vie. Il était étonnamment négligent, ou peut-être trop confiant dans ma naïveté. Ensuite, l'entreprise. Bien que je n'aie plus de pouvoir décisionnel, j'avais toujours des contacts, des amis fidèles qui me devaient des faveurs. De vieux employés qui se souvenaient de mes débuts, de mon travail acharné. J'ai commencé à poser des questions discrètement, à sonder, à rassembler des informations, et ce que j'ai découvert a été encore plus glaçant que ce que j'avais imaginé. Julien ne se contentait pas d'une simple aventure. Il préparait quelque chose de plus grand, de plus insidieux, un plan pour me dépouiller de tout ce que nous avions construit ensemble, des virements bancaires suspects vers des comptes offshore, des transferts d'actifs vers des sociétés écrans.
Il préparait activement notre divorce, et il avait l'intention de me laisser avec les miettes. Pendant ce temps, Clara Miel jouait son rôle à la perfection. Elle s'était montrée de plus en plus présente dans la vie de Julien, non seulement au bureau, mais aussi lors d'événements mondains. Les rumeurs commençaient à circuler, des murmures dans les couloirs de l'entreprise, des regards furtifs lors des réceptions. Et puis, la rumeur la plus audacieuse de toutes. Clara Miel était enceinte, elle utilisait une grossesse supposée pour cimenter sa position, pour s'assurer une place définitive aux côtés de Julien. Le cynisme de la situation m'a arraché un rire amer. Quand on ne t'aime plus, la trahison n'est que le début. La destruction est l'étape suivante. Cette pensée s'est ancrée en moi, froide et implacable. Julien ne voulait pas seulement me quitter, il voulait m'anéantir. Mais il avait sous-estimé sa femme. Il avait sous-estimé Élise. Chaque découverte était une piqûre, mais au lieu de me blesser, elle nourrissait ma détermination. Je devenais une ombre, une présence silencieuse, qui observait, collectait, analysait. Les documents s'accumulaient dans un dossier caché, des preuves irréfutables de la machination de Julien. Relevés bancaires, emails compromettants, contrats falsifiés, tout y passait. La face cachée de mon mari se révélait, celle d'un homme cupide, sans scrupules, prêt à tout pour son ascension sociale et son désir. Un jour, j'ai reçu un appel de ma vieille amie, Sophie, qui travaillait toujours aux ressources humaines de notre entreprise. Sa voix était hésitante, pleine de compassion. « Élise, je dois te dire quelque chose. Ça concerne Julien et Clara. » Mon cœur n'a pas raté un battement. Je savais ce qu'elle allait dire, mais je l'ai laissée parler, mon ton aussi neutre que possible. « Dis-moi, Sophie. » Elle a raconté comment Julien avait annoncé officiellement que Clara Miel l'accompagnerait lors d'un important voyage d'affaires à Nice, dans le sud de la France. Ce n'était pas seulement un voyage d'affaires, c'était une démonstration, une présentation publique de sa nouvelle famille. Le plus choquant, c'est que la petite fille de Clara, une enfant de 5 ans, serait également du voyage. L'image de l'heureuse famille recomposée était soigneusement orchestrée pour les médias et les partenaires. Quelques jours plus tard, les journaux et les magazines People étaient remplis d'articles et de photos de Julien, Clara et sa fille, souriant, main dans la main, se promenant sur la promenade des Anglais. Les titres élogieux vantaient la nouvelle ère de Julien Thévenet, l'entrepreneur brillant qui avait trouvé le bonheur familial. Les clichés le montraient riant, avec la petite fille jouant le rôle du beau-père idéal. C'était un coup de poignard, non pas à mon cœur, mais à ma dignité. Il m'effaçait, me remplaçait devant le monde entier. Puis, la lettre est arrivée, une enveloppe épaisse portant le sceau de son avocat. C'était la demande de divorce officielle, accompagnée d'une proposition pour le rachat de mes parts de l'entreprise, un montant dérisoire, une insulte à toutes ces années de travail acharné, à tous nos sacrifices. Il voulait me laisser, sans rien, jeter comme une vieille chaussette. J'ai ri, un rire froid, sans joie, qui a résonné dans le silence de l'appartement vide. Il a échangé tout notre amour contre quelques chiffres, ai-je murmuré. C'était la vérité. Le prix de notre histoire était dérisoire, mais je savais qu'il allait le regretter. Alors que je parcourais les documents de divorce, mon regard est tombé sur un vieux dossier. Des papiers administratifs, des CV, des lettres de recommandation. C'était le dossier de recrutement de Clara Miel. Je l'avais gardé par réflexe, comme j'avais gardé tous les dossiers des employés importants. En le feuilletant, une feuille alla attirer mon attention. Une lettre de licenciement d'une entreprise concurrente, les Textiles du Sud. J'ai lu attentivement. Clara Miel avait été licenciée de son poste de secrétaire à cause d'un scandale de mœurs. Elle avait une liaison avec le PDG de l'époque, un homme marié. Le scandale avait éclaté et elle avait été renvoyée pour comportement inapproprié et préjudiciable à l'image de l'entreprise. La même histoire, les mêmes ficelles. Elle n'était pas une innocente victime, pas une jeune fille naïve. C'était une prédatrice expérimentée, une tisseuse de toile. Le choc ne m'a pas surprise. Au contraire, il a apporté une clarté nouvelle. Cette femme était une récidiviste. Son objectif n'était pas l'amour, mais l'ascension sociale, la sécurité financière, le pouvoir. Julien n'était qu'un pion dans son jeu, une amère ironie. Il pensait avoir trouvé une âme sœur, une guérisseuse, alors qu'il n'était qu'une étape de plus dans le plan machiavélique de Clara. J'ai photocopié le document, l'ajoutant à mon dossier secret. C'était une arme puissante, l'arme qui allait le faire tomber, non pas par ma main, mais par la sienne et celle de sa maîtresse. J'ai commencé à comprendre la véritable nature de leur relation. Ce n'était pas de l'amour, c'était une alliance, une transaction.
Et toutes les transactions ont un prix. Je me suis souvenu de nos débuts, le travail acharné, les sacrifices, les nuits blanches. Nous avions tout construit ensemble, pierre par pierre. Et maintenant, il voulait tout jeter, tout détruire. Mon cœur, il l'avait brisé, mais mon esprit, il l'avait affûté. Je n'étais plus la femme naïve et amoureuse qu'il avait connue. J'étais une stratège, une architecte de vengeance. J'ai commencé à préparer ma contre-attaque, non pas avec des cris, des larmes ou des menaces, mais avec la vérité. Une vérité qui allait se répandre comme une traînée de poudre, sans que j'aie besoin de prononcer un seul mot. Je savais que dans le monde impitoyable des affaires, l'image était tout, et l'image de Julien Thévenet était sur le point d'être réduite en miettes. J'ai contacté un détective privé, discret et efficace. Sa mission était simple, confirmer les transferts d'actifs de Julien, documenter ses dépenses et surtout, surveiller Clara Miel. Je voulais des preuves concrètes de l'ampleur de leur complot. Je voulais des chiffres, des dates, des faits. Pas des rumeurs, mais des certitudes. Le détective a rapidement confirmé mes soupçons. Julien avait effectivement vidé nos comptes communs, transférant des millions d'euros vers des comptes offshore. Des biens immobiliers avaient été mis sous le nom de sociétés écrans, toutes liées à Clara ou à sa famille. Il avait méthodiquement préparé sa sortie, s'assurant de me laisser sans rien. La froideur de son plan m'a glacée. Il n'y avait plus d'amour, plus de respect, juste la cupidité. Mais dans cette noirceur, une lumière s'est allumée. Une lueur d'espoir pour moi, une lueur de désespoir pour lui. Car toutes les preuves étaient là, entre mes mains. Il pensait m'avoir battue. Il ne savait pas qu'il venait de m'offrir les armes de ma propre libération. Le parfum du mensonge était partout, mais bientôt, le parfum de la vérité allait le submerger. Ma vie était devenue une suite ininterrompue d'observations et de calculs. Je passais mes journées à l'extérieur de notre appartement, à Paris, évitant Julien autant que possible, me plongeant dans mes propres recherches. J'ai visité des archives, des bibliothèques, des registres publics. Je voulais tout savoir sur Clara Miel, ses origines, son passé, ses connexions. Il fallait que je connaisse mon adversaire de fond en comble. Ce que j'ai découvert a été plus sordide que je ne l'aurais imaginé. Clara Miel n'était pas une simple arriviste. Elle venait d'un milieu modeste, mais elle avait une soif insatiable de réussite. Elle avait utilisé son charme, sa jeunesse, son corps, pour gravir les échelons. Julien n'était pas sa première cible, et ni la dernière, j'en étais certaine. Elle avait un historique de liaison avec des hommes mariés, des hommes puissants, et c'était une stratégie, un chemin de vie. Pendant ce temps, Julien continuait à jouer son rôle de mari attentif. Il rentrait parfois à la maison avec des fleurs, des chocolats, des petits cadeaux. Il essayait de compenser son absence, de masquer sa culpabilité par des gestes futiles. Je les acceptais avec un sourire poli, sachant que derrière chaque fleur se cachait un mensonge, derrière chaque chocolat une trahison. Un soir, alors que nous dînions ensemble dans un silence tendu, Julien a posé sa main sur la mienne. « Élise, nous devrions parler, de nous. » Mon cœur a fait un bond, mais je me suis forcée à rester calme. J'ai retiré ma main doucement. « Y a-t-il quelque chose à dire, Julien ? Tout me semble assez clair. » Il a baissé les yeux, son visage exprimant un mélange de regret et d'embarras. « Je sais que les choses ont été difficiles, mais je veux que nous trouvions une solution, à l'amiable. » Une solution amiable, ai-je répété, un sourire narquois sur les lèvres. Comme ta proposition de rachat de mes parts, ou comme les articles de presse sur ta nouvelle famille. Il a pâli. Tous ses efforts pour maintenir la façade se sont effondrés. Il n'y avait plus de masque, juste un homme pris au piège de ses propres mensonges. « Élise, Ne dis rien, Julien, ai-je dit, ma voix ferme. Je n'ai pas le temps pour les faux semblants. Je suis occupée à comprendre comment un homme qui jurait de ne jamais me trahir est devenu l'homme que tu es aujourd'hui. » Je l'ai laissé là, assis à table, sa nourriture à peine touchée. La distance entre nous n'était plus seulement physique, elle était devenue abyssale. Je n'éprouvais plus de colère, plus de chagrin, juste une froide lucidité. La destruction était en marche, et je savais que ce n'était pas moi qui allais en subir les conséquences. Le détective privé m'a apporté un nouveau rapport. Clara Miel avait été vue sortant d'une clinique privée à Neuilly-sur-Seine, la main posée sur son ventre. Elle consultait un gynécologue. L'histoire de la grossesse semblait donc vraie. C'était une autre corde à son arc, un moyen de lier Julien encore plus étroitement à elle. L'ironie, c'est que j'avais toujours rêvé d'avoir un enfant avec Julien, mais il avait toujours reporté, invoquant le travail, l'entreprise, le bon moment. Et maintenant, il allait avoir un enfant avec une autre. Mais ce n'était pas la seule information. Le détective avait également trouvé des preuves que Clara Miel manipulait Julien.
Elle l'isolait de ses anciens amis, de ses partenaires de confiance. Elle semait la discorde entre lui et les employés fidèles. Elle était en train de prendre le contrôle, lentement mais sûrement, de sa vie, de son entreprise. Julien, aveuglé par son affection, ne voyait rien. Il était sa marionnette. J'ai relu les vieilles lettres de Julien, celles qu'il m'avait écrites quand nous étions jeunes, des mots d'amour passionnés, des promesses éternelles. Je les ai comparées à l'homme qu'il était devenu. C'était comme si deux personnes différentes avaient habité le même corps. L'un, l'amoureux sincère, l'autre, le traître calculateur. Le contraste était déchirant. Mon plan prenait forme. Je ne chercherai pas à le détruire personnellement. Je chercherai à révéler la vérité, à le laisser se détruire lui-même. C'était la vengeance la plus douce, la plus raffinée. Ne pas me salir les mains, mais laisser la pourriture de ses actions le consumer de l'intérieur. Je me suis mise en contact avec un journaliste indépendant, un homme intègre et respecté, connu pour ses enquêtes approfondies sur le monde des affaires. Je lui ai donné des informations, des bribes, des indices, sans jamais révéler ma source, sans jamais lui demander d'écrire un article en particulier. Je lui ai juste ouvert les portes d'un scandale potentiel, le laissant faire son travail. Le journaliste a commencé son enquête. Il a posé des questions, a vérifié les faits, a creusé les documents. Il a découvert les transferts d'actifs suspects, les comptes offshore, les sociétés écrans. Il a contacté les anciens employés de lait textile du Sud, révélant le passé trouble de Clara Miel. L'histoire commençait à prendre forme, une histoire de trahison, de corruption, de manipulation. Pendant ce temps, Clara Miel devenait de plus en plus arrogante. Elle se comportait comme la véritable maîtresse de maison, donnant des ordres aux domestiques, réorganisant l'appartement à son goût. Elle se permettait même de jeter mes objets personnels, mes livres, mes souvenirs. C'était sa manière de marquer son territoire, de me dire que j'étais désormais superflue. Je l'ai laissé faire. Chaque objet jeté était une autre preuve de sa cruauté, de son mépris. Un soir, elle a osé me confronter directement. « Élise, le directeur général Julien et moi allons emménager ensemble très bientôt. Il pense que vous devriez trouver un autre endroit où vivre. » Elle avait un sourire triomphant sur le visage, convaincue de sa victoire. Je l'ai regardée, mon visage impassible. Je vois. « Et où comptez-vous emménager ? Exactement. Dans l'une des propriétés que Julien a transférées à votre nom, peut-être ?» Son sourire a vacillé. Une lueur de peur a traversé ses yeux. Elle ne s'attendait pas à ce que je sois au courant de ses machinations. Je venais de lui montrer que je n'étais pas une proie facile, que je savais beaucoup plus qu'elle ne l'imaginait. Je ne sais pas de quoi vous parlez, a-t-elle balbutié, son assurance s'effondrant. Oh, je crois que vous savez très bien, ai-je répondu, ma voix froide comme l'acier. Le parfum du mensonge est difficile à cacher, ma chère, surtout quand il est si fort. L'atmosphère dans la maison était devenue électrique après cette confrontation. Clara Miel allait éviter mon regard, mais son hostilité était palpable. Elle s'est accrochée à Julien avec une intensité nouvelle, le couvrant de prévenances excessives, de démonstrations d'affection publique, comme pour affirmer sa possession. Julien, lui, semblait de plus en plus tendu, pris au piège entre deux feux. Il sentait la pression monter, le sol se dérober sous ses pieds, sans comprendre d'où venait la menace. Le journaliste a publié son premier article. Ce n'était pas un article choc, mais une enquête minutieuse sur les transferts d'actifs suspects dans le monde des affaires parisien, mentionnant, sans nommer explicitement, une entreprise en forte croissance et son PDG charismatique. Il a soulevé des questions sur la transparence des transactions, les sociétés écrans et les bénéficiaires finaux. Le monde des affaires a commencé à murmurer, les investisseurs sont devenus nerveux. Les partenaires ont commencé à se poser des questions. Julien, bien sûr, a paniqué. Il a balayé l'article d'un revers de main, le qualifiant de rumeur malveillante et de jalousie. Mais je voyais bien qu'il était inquiet. Ses appels téléphoniques sont devenus plus fréquents, ses nuits plus agitées. Il s'énervait facilement, les nerfs à vif. Clara Miel, elle, tentait de le rassurer, de le flatter, de le manipuler. Mais même elle commençait à montrer des signes de nervosité. Un soir, Julien s'est rentré ivre, les yeux injectés de sang. Il s'est effondré sur le canapé, marmonnant des paroles incohérentes. « Ils veulent me détruire, Élise. Ils veulent tout me prendre. » Je l'ai regardé, sans un mot, sans une émotion. L'homme que j'avais aimé était en train de se noyer dans son propre marécage de mensonges. Je n'ai pas ressenti de pitié, juste une froide satisfaction. Il récoltait ce qu'il avait semé. Le lendemain, le journaliste a sorti son deuxième article. Cette fois, il était plus direct. Il a cité des sources anonymes, des anciens employés, des partenaires financiers. Il a parlé de l'ascension fulgurante de Julien Thévenet,
de ses méthodes peu orthodoxes et a soulevé la question de l'éviction de sa cofondatrice, Élise Dufour, pour raisons personnelles, juste avant des transactions financières suspectes. Il a également mentionné l'historique professionnel controversé de sa secrétaire actuelle, Clara Miel, sans entrer dans les détails, mais en laissant planer le doute. L'article a eu l'effet d'une bombe. La réputation de Julien a été entachée. Les actionnaires ont commencé à vendre leur part. La bourse a réagi. Le téléphone de Julien n'arrêtait pas de sonner, des appels de ses avocats, de ses banquiers, de ses partenaires. La façade s'effondrait et le monde entier était en train de regarder. Clara Miel, elle, était furieuse. Elle a accusé Julien de ne pas avoir été assez discret, de l'avoir exposé. Leur relation, qui semblait si solide, a commencé à se fissurer sous la pression. J'ai entendu leurs disputes, leurs cris, leurs reproches. La maison était devenue un champ de bataille sonore, un écho de notre propre conflit passé. Un après-midi, Clara est venue me trouver, le visage déformé par la rage. « C'est vous, n'est-ce pas ? C'est vous qui avez donné ces informations aux journalistes. » J'ai posé mon livre, la regardant avec un calme olympien. « Et qu'est-ce qui vous fait penser ça, ma chère Clara ? » « Ne faites pas l'innocente, a-t-elle craché. Vous voulez nous détruire, vous voulez vous venger. Je n'ai pas besoin de me venger, ai-je répondu, ma voix mesurée. La vérité a sa propre manière de se faire entendre, et la vérité, Clara, est une arme bien plus puissante que n'importe quel mensonge. Elle est restée là, impuissante, le souffle coupé. Elle a compris que j'étais derrière tout ça, mais elle ne pouvait rien prouver. Elle ne pouvait rien faire. Elle était prise à son propre jeu. Pendant ce temps, Julien essayait de colmater les brèches. Il a donné des interviews, essayant de démentir les rumeurs, de se défendre, mais ses mots sonnaient ses creux. Les faits étaient là. Les documents parlaient d'eux-mêmes. L'image de l'homme intègre et brillant s'était brisée en 1000 morceaux. Les scandales financiers et personnels ont commencé à s'entremêler. La grossesse de Clara Miel, confirmée par des photos de paparazzi la montrant avec son ventre arrondi, est devenue un sujet de discussion. L'histoire de la femme trompée et de la maîtresse enceinte s'est répandue comme une traînée de poudre. Julien Thévenet était devenu la risée de tout Paris. Un soir, je l'ai trouvé assis seul dans le salon, le visage entre les mains. Il avait l'air d'un vieil homme, le poids de ses mensonges l'avait écrasé. Il m'a levé les yeux, ses yeux pleins d'une douleur insondable. « Élise, je suis désolée. » Je n'ai rien dit. Les excuses étaient trop tard. Le serment avait été rompu depuis trop longtemps. J'ai senti une pointe de tristesse, non pas pour lui, mais pour l'homme qu'il aurait pu être, l'homme que j'avais aimé. Le journaliste a préparé son dernier article, celui qui allait sceller le destin de Julien. J'avais fourni les dernières preuves, celles des transferts de fonds vers les comptes de Clara et de sa famille, des preuves irréfutables de leur complot. J'avais laissé le journaliste faire son travail, et il avait fait un travail remarquable. La publication de cet article était imminente. La chute de Julien Thévenet était inévitable. Je n'avais rien fait directement, rien de malhonnête. J'avais juste laissé la vérité éclater. Et la vérité était une arme redoutable, le parfum du mensonge. Il l'avait respiré trop longtemps. Maintenant, il allait en subir les conséquences. La chute de Julien a été aussi rapide que spectaculaire. Le dernier article du journaliste, publié dans un grand quotidien national, a mis en lumière toutes les malversations financières, les transferts d'actifs frauduleux et les détails de la vie privée scandaleuse de Julien Thévenet et de Clara Miel. Il a révélé le passé de Clara, son rôle dans le licenciement d'un autre PDG, sa grossesse supposée avec Julien et les liens entre les comptes offshore et leur famille. L'article a été un véritable coup de tonnerre. Le monde des affaires, la bonne société parisienne, tout le monde était en ébullition. Les titres des journaux ont hurlé la vérité, les chaînes de télévision ont diffusé des reportages, les réseaux sociaux se sont enflammés. La réputation de Julien a été pulvérisée en un instant. Les banques ont gelé ses comptes, les partenaires ont rompu leurs contrats, les actionnaires ont exigé sa démission. Julien, acculé, a tenté de se défendre. Il a organisé une conférence de presse chaotique, niant tout en bloc, accusant le journaliste de diffamation, me désignant implicitement comme une femme aigrie et jalouse. Mais ses paroles sonnaient faux, son visage trahissait sa panique. Il était un homme brisé, incapable de faire face à la tempête qu'il avait lui-même provoquée. Clara Miel, elle, a également essayé de jouer la victime. Elle s'est effondrée en larmes devant les caméras, affirmant être la cible d'une cabale, une jeune femme innocente prise au piège d'un complot. Mais les photos de son passé, le rapport de son ancien employeur, ont circulé sur Internet, détruisant toute crédibilité. Son image de femme enceinte, si soigneusement construite,
s'est transformée en un symbole de sa duplicité. Les rumeurs de sa fausse grossesse se sont propagées, ajoutant à la honte de Julien. Le scandale était total. Julien a été contraint de démissionner de son poste de PDG, son nom banni du monde des affaires. Son entreprise, autrefois florissante, était au bord de la faillite, ses actifs gelés, ses projets annulés. Tout ce qu'il avait construit, tout ce pourquoi nous avions travaillé si dur, s'était effondré. Je n'ai pas commenté publiquement, je n'ai pas donné d'interview, je n'ai pas publié de déclaration. J'ai laissé les événements suivre leur cours, la vérité se frayait un chemin. Je n'avais pas besoin de me salir les mains, car les actions de Julien et Clara étaient suffisantes pour les détruire. Il n'est pas nécessaire de se salir les mains quand le traître trébuche toujours de lui-même, m'étais-je dit. J'ai observé de loin le chaos, le déchaînement médiatique. J'ai vu Julien sombrer dans le désespoir, son visage de plus en plus creusé, ses yeux cernés. Clara Miel a disparu de la scène publique, honteuse, vilipendée. Leur histoire, qui se voulait un conte de fées moderne, s'était transformée en un cauchemar médiatique. Un soir, mon téléphone a sonné. C'était Julien. Sa voix était méconnaissable, brisée, pleine de remords. « Élise, je t'en supplie, pardonne-moi. » Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai laissé le silence s'installer, un silence lourd de nos années passées, de nos rêves brisés, de ces mensonges. « Il est trop tard pour les pardons, Julien, » ai-je dit enfin. « Les conséquences de tes actes sont là, et tu dois les assumer. » Il a continué à plaider, à supplier, à promettre de changer. Mais je savais que c'était vain. Il n'était pas désolé d'avoir trahi. Il était désolé d'avoir été pris. Et ce n'était pas suffisant. J'ai raccroché, sentant une légère tristesse, mais sans regret. J'avais fermé un chapitre de ma vie, une porte sur un passé douloureux. J'étais libérée. Pendant ce temps, les conséquences de la chute de Julien s'étendaient bien au-delà de sa carrière. Ses amis l'ont abandonné. Ses proches l'ont rejeté. Sa mère, la même femme pour qui nous avions tant lutté, était dévastée par la honte. Il était seul, face à son propre désastre. Je me suis concentrée sur ma propre reconstruction. J'ai commencé à vendre mes parts de l'entreprise, celles que Julien voulait me racheter pour une bouchée de pain. Les acheteurs se sont pressés, sachant que l'entreprise, malgré le scandale, avait encore une valeur. J'ai négocié un prix juste, équitable. Je récupérais ma dignité, mon investissement, mon avenir. Avec les fonds que j'ai récupérés, j'ai décidé de ne pas retourner dans le monde des affaires. Je voulais un nouveau départ, une nouvelle vie, loin des combines, des mensonges et des trahisons. Je voulais quelque chose de simple, d'authentique, de vrai. Le processus de divorce a été long et douloureux, mais je l'ai abordé avec une détermination calme. J'avais toutes les preuves nécessaires, et Julien n'avait aucune chance. Il a finalement accepté toutes mes conditions, sans se battre. Il était trop brisé, trop vaincu, pour opposer la moindre résistance. J'ai déménagé de l'appartement, laissant derrière moi les souvenirs, les fantômes de notre passé. J'ai trouvé un petit local à Montmartre, un quartier qui avait toujours eu une âme artistique, un charme authentique. Je voulais créer un endroit qui me ressemble, un lieu où je pourrais retrouver la simplicité, la beauté des choses, faites main. L'écho du serment résonnait toujours en moi, mais il n'était plus une source de douleur. Il était devenu un rappel, une leçon. La promesse que je m'étais faite, celle de ne jamais me laisser détruire, je l'avais tenue. La vengeance silencieuse avait triomphé, et maintenant, il était temps de construire quelque chose de nouveau, de plus authentique. La vie, avec sa cruauté et sa beauté inattendues, avait réservé à Julien le destin qu'il avait si légèrement promis. Un soir, tardant la nuit, alors que la ville de Paris dormait, une nouvelle a frappé les ondes, rapide et glaçante. Julien Thévenet avait été victime d'un accident de voiture sur le boulevard Saint-Germain, près du pont de la Concorde. Sa voiture, une berline de luxe sombre, avait percuté de plein fouet un lampadaire. L'impact avait été violent. Les secours étaient arrivés rapidement, mais il était déjà trop tard. Il avait succombé à ses blessures sur le coup. En entendant la nouvelle, par un flash d'information à la radio, je n'ai ressenti ni joie, ni tristesse, juste un vide, une sorte de fatalité. Le serment qu'il m'avait fait tant d'années auparavant sur un lit d'hôpital, alors que sa mère luttait pour sa vie, s'était accompli. Si je te trahis, que je sois écrasé par une voiture, la vie avait son propre sens de la justice, souvent cruel, souvent ironique. Et la voiture, ironie du sort, était la même que celle que nous avions achetée ensemble, celle qui symbolisait notre ascension, la même que celle qu'il prenait pour aller voir Clara. Les médias se sont emparés de l'histoire, transformant la tragédie en un ultime chapitre de son scandale. Les titres parlaient de la chute finale de Julien Thévenet, de la malédiction du serment brisé. Clara Miel, elle, est restée silencieuse. On ne l'a plus vue.
Sa grossesse, d'ailleurs, n'avait jamais été confirmée officiellement, et les rumeurs disaient maintenant qu'elle avait disparu de Paris, laissant derrière elle les ruines de son ambition. Les funérailles de Julien ont eu lieu dans une petite église de quartier, loin des fastes qu'il aurait autrefois recherchés. J'y suis allée, discrètement, vêtue de noir, me fondant dans la foule clairsemée. J'ai vu sa mère, le visage ravagé par le chagrin, assise seule, au premier rang. J'ai pensé à tout ce que nous avions fait pour elle, à toutes les nuits blanches, à toutes les économies. Et maintenant, elle perdait son fils de cette manière. Je me suis approchée du cercueil, non pas pour prier, mais pour un dernier adieu, un dernier regard. C'était l'homme que j'avais aimé, l'homme avec qui j'avais partagé tant de rêves. Malgré tout, il y avait eu un temps où nous étions tout l'un pour l'autre. Le passé, avec sa douceur amère, s'est imposé à moi. Les policiers avaient retrouvé ses affaires dans la voiture accidentée. Un avocat chargé de régler la succession de Julien m'a contacté quelques jours après les obsèques. Il y avait une valise dans le coffre, celle que Julien prenait souvent pour ses voyages. L'avocat me l'a rendue, disant qu'elle contenait des effets personnels. J'ai ouvert la valise, le cœur serré. À l'intérieur, parmi ses vêtements, il y avait un petit paquet. En le dénouant, j'ai trouvé une vieille chemise de nuit en coton. La mienne, celle que je lui avais achetée il y a si longtemps, celle qu'il adorait. Elle était usée, douce au toucher, et portait encore un léger parfum de mon ancienne vie. Je l'avais faite à la main, un soir d'ennui, avec amour et patience. Il l'avait gardée. Dans toutes ses valises, dans tous ses voyages, il avait emporté ce morceau de notre passé, ce fragment de mon amour. C'était un symbole étrange, une dernière contradiction, une preuve de son oubli, mais aussi, peut-être, d'un attachement secret, d'un regret silencieux. Le serment s'était accompli de la manière la plus amère qui soit. Après les événements, ma vie a pris une direction nouvelle, une direction que je n'aurais jamais imaginée. J'ai décidé de ne pas retourner dans l'entreprise, malgré le fait que mes parts, désormais rachetées à un prix équitable, m'auraient permis de retrouver ma place. Non. Ce monde-là, celui de l'ambition démesurée, des mensonges et des trahisons, ne m'attirait plus. J'avais besoin de quelque chose de plus simple, de plus authentique. J'ai trouvé un petit atelier, rue des Abbesses, à Montmartre. Une rue pavée, pleine de charme, où les artistes et les artisans se côtoyaient en délai. Un endroit où je pourrais que semblait s'être arrêté loin du tumulte des affaires. C'était un espace lumineux, avec de grandes fenêtres donnant sur la rue. Un lieu parfait pour mon nouveau projet. J'ai ouvert une petite boutique atelier que j'ai appelée Ligne Brute. J'y restaurais et créais des articles textiles artisanaux, principalement à partir de lin et d'autres fibres naturelles. Des vêtements, des accessoires, des objets de décoration. Chaque pièce était unique, faite à la main, avec le souci du détail et la passion du travail bien fait. C'était un retour aux sources, un hommage à mes propres racines, à cette Élise qui avait appris à coudre avec sa grand-mère. Les premiers temps ont été difficiles, les clients étaient rares et je passais mes journées à travailler seule, entourée de mes tissus, de mes fils, de mes machines à coudre. Mais j'aimais ça. J'aimais le silence de l'atelier, le bruit doux des machines, l'odeur du lin fraîchement lavé. C'était une thérapie, une manière de me reconnecter à moi-même. Un après-midi, une cliente, une femme d'un certain âge, élégante et curieuse, a parcouru les étagères de ma boutique. Elle a touché un foulard en lin brut, son doigt glissant sur le tissu légèrement rêche. « Pourquoi le lin brut, ma chère ?» m'a-t-elle demandé, son regard malicieux. « C'est un tissu si... rugueux. Pourquoi ne pas choisir quelque chose de plus doux, de plus délicat ?» J'ai souri, le regard perdu dans mes pensées. La question était simple, mais la réponse était complexe. « Parce qu'il y a des aspérités qu'il faut toucher, madame, » lui ai-je répondu. C'est en sentant la rugosité que l'on se souvient de ce qui est vrai, ce qui est authentique. Ma boutique a commencé à attirer de plus en plus de clients, des gens qui cherchaient l'authenticité, la qualité, le fait main. Des Parisiens, des touristes, des artistes. Je me suis fait un nom dans le quartier, Élise, la femme du Ligne Brute. Je n'étais plus la femme de Julien Thévenet, l'épouse trahie, la victime d'un scandale. J'étais moi-même, Élise Dufour, une artisane, une créatrice, une femme libre. Mon passé n'avait pas disparu. Il était là, présent, mais il ne me définissait plus. Les souvenirs de Julien, de notre histoire, étaient moins comme des brises, légères, parfois douces, parfois un peu froides. Mais ils ne me submergeaient plus. J'avais fait la paix avec mon passé, avec mes douleurs, avec mes regrets. J'avais appris à pardonner, non pas pour lui, mais pour moi-même.
à pardonner à l'homme qu'il était devenu, à la femme que j'avais été. Un matin, alors que j'ouvrais les portes de ma boutique, le soleil a inondé l'atelier. Des particules de poussière de lin flottaient dans l'air, légères comme des souvenirs, mais lourdes comme le poids du pardon. Je me suis tenue là, au milieu de mes créations, sentant la chaleur du soleil sur mon visage. Une paix profonde m'a envahie. Ma ville était désormais simple, pleine de sens. Je n'avais plus de soif de pouvoir, de richesse, de reconnaissance. J'avais trouvé le bonheur dans la création, dans la beauté des choses simples, dans l'authenticité des matériaux. Et chaque point de couture, chaque fibre de lin était une célébration de ma nouvelle vie, une affirmation de ma liberté. Je me suis souvenue de ce jour où Clara Miel avait dit « Le vieux ne part pas, comment le nouveau peut-il venir ?» Elle avait raison, à sa manière. Le vieux moi était parti, emportant avec lui les illusions et les douleurs. Et un nouveau moi était né, plus fort, plus sage, plus serein. J'avais trouvé mon propre chemin, ma propre vérité. Et cette vérité était faite de lin brut, authentique, résilient et magnifiquement imparfait. J'ai regardé la rue animée, les visages des passants. La vie continuait, et avec elle, de nouvelles histoires, de nouvelles rencontres, de nouvelles opportunités. J'étais prête à embrasser l'avenir, avec la sagesse du passé et l'espoir du présent. Mon histoire n'était pas celle d'une vengeance, mais celle d'une renaissance. Le soleil continuait à briller, illuminant l'atelier, ses rayons dansant sur les tissus. Le parfum du lin flottait doucement, un parfum de pureté, de renouveau. C'était la fin d'un chapitre et le début d'un autre. Un nouveau départ sous le signe du lin brut. L'atelier, Line Brut, est devenu bien plus qu'une simple boutique. C'était un havre, un lieu de rencontres inattendues, de confidences d'échanger autour d'un thé aux herbes. Les clients ne venaient pas seulement pour acheter une pièce unique, mais pour le calme que dégageait l'endroit. Pour l'histoire que je ne racontais pas directement, mais qui était tissée dans chaque fil, chaque motif. Je les écoutais parler de leur vie, de leur joie, de leur peine. Mon propre vécu, bien que silencieux, résonnait en écho avec les leurs, créant des liens inattendus. Parmi mes visiteurs réguliers, il y avait un vieil homme charmant, Monsieur Dubois, un ancien professeur de littérature à la Sorbonne. Il venait souvent s'asseoir près de la fenêtre, observant le monde passer, sirotant un café que je lui offrais. Un jour, il m'a regardé, ses yeux pétillants de sagesse. « Élise, votre lin a une histoire, n'est-ce pas ? Chaque aspérité, chaque pli semble raconter un chemin parcouru. » Je lui ai souri. « Peut-être, Monsieur Dubois. Toutes les belles choses portent des cicatrices. » Il a acquiescé, pensif. « C'est vrai. Les plus grandes œuvres d'art sont souvent nées de la souffrance. » Je me suis permis de lui raconter une version édulcorée de mon histoire, sans nommer Julien, sans entrer dans les détails sordides. J'ai parlé d'une femme qui avait perdu son chemin, qui avait été blessée, mais qui avait trouvé la force de se reconstruire à travers la simplicité et le travail manuel. Il m'a écouté attentivement, sans jugement, avec une profonde compréhension. « C'est une belle histoire, Élise, a-t-il dit doucement. Et votre lin en est le témoignage. Il est brut, oui, mais il est aussi incroyablement résilient, comme vous. » Ces mots m'ont touchée. J'avais appris que la véritable force ne résidait pas dans la capacité à détruire, mais dans celle à reconstruire. La vengeance avait eu sa place, nécessaire pour me libérer du poids de la trahison. La trahison, mais la paix était venue avec le pardon et la capacité à avancer. Les mois sont devenus des années. Ma boutique a prospéré. J'ai embauché des jeunes artisans passionnés, partageant ma philosophie du travail bien fait et de l'authenticité. Line Brut est devenu un nom reconnu, non seulement à Montmartre, mais dans tout Paris. Des boutiques de luxe, des décorateurs d'intérieur, des designers ont commencé à me contacter, cherchant mes créations uniques. Un après-midi, alors que je travaillais sur une nouvelle collection, un homme est entré dans la boutique. Il était grand, élégant, avec des cheveux poivre, aisselles et un regard doux. Il a parcouru les étagères, s'arrêtant sur une nappe en lin brodé à la main. « C'est magnifique », a-t-il dit, sa voix grave et mélodieuse. « Une œuvre d'art. » J'ai levé les yeux, mon cœur faisant un saut inattendu. Il y avait quelque chose dans son regard, une profondeur, une gentillesse qui m'attirait. Il s'appelait Antoine Moreau et il était architecte paysagiste. Il avait été attiré par l'enseigne Line Brut, intrigué par le nom. Nous avons parlé pendant des heures de l'art, de la nature, de la beauté des matériaux bruts. Il avait une sensibilité que j'avais rarement rencontrée, une âme d'artiste qui comprenait la mienne. Il est revenu encore et encore, apportant des fleurs, des livres, des discussions passionnantes. Avec lui, j'ai retrouvé une forme de bonheur simple, une complicité intellectuelle et émotionnelle que je pensais avoir perdue à jamais.
Il ne posait pas de questions sur mon passé, respectant mon silence, et offrant sa présence apaisante. Un jour, alors que nous nous promenions le long de la Seine, les feuilles des platanes colorées par l'automne, il a pris ma main. « Élise, je ne sais pas ce que votre passé a été, et je ne vous demanderai pas de me le raconter. Mais je sais ce que je ressens pour vous. Et je crois que nous pourrions construire quelque chose de beau ensemble. » J'ai regardé la Seine, l'eau calme et profonde reflétant le ciel parisien. Ma vie était pleine de surprises, de rebondissements. J'avais cru que l'amour était mort en moi, que la confiance avait été brisée à jamais. Mais Antoine, avec sa douceur et sa patience, avait ravivé une flamme que je pensais éteinte. J'ai appris que les choses simples sont souvent les plus belles, Antoine, lui ai-je répondu, serrant sa main, et que la confiance se gagne, point par point, comme une broderie. Il a souri, ses yeux brillants de compréhension. Il ne cherchait pas une histoire parfaite, mais une histoire vraie. Et ma vérité, avec ses aspérités, ses cicatrices, était ce que j'avais de plus précieux à offrir. Nous avons commencé une nouvelle histoire, faite de partage, de rires et de moments simples. Une histoire où le lin brut de mon âme pouvait enfin s'adoucir, sans perdre sa force. Le temps passait, et le souvenir de Julien s'est estompé, devenant une silhouette lointaine dans mon passé. Il était une leçon, un rappel, mais plus une douleur lancinante. Je me suis mariée avec Antoine, dans une petite cérémonie intime, entourée de mes amis et de mes employés, de lin brut. J'ai porté une robe simple, en lin blanc cassé, brodée de motifs discrets que j'avais créés moi-même. Quelques années plus tard, j'ai donné naissance à une petite fille, que nous avons appelée Céleste. Elle était la lumière de nos vies, le symbole de tout ce que j'avais réussi à reconstruire. En la tenant dans mes bras, je me suis sentie complète. J'avais trouvé la paix, l'amour, la famille que j'avais toujours désirée, mais d'une manière différente, d'une manière plus authentique. Ma boutique, Lin Brut, continuait de prospérer. Elle est devenue une référence à Paris pour les articles en fibres naturelles, les créations uniques. Je ne travaillais plus autant qu'avant, laissant la gestion quotidienne à mes jeunes artisans, mais je continuais à créer, à innover, à dessiner de nouveaux motifs. C'était ma passion, ma contribution au monde. Un matin, je suis entrée dans la boutique, le soleil filtrant à travers les grandes fenêtres, illuminant les tissus. Des particules de poussière de lin flottaient doucement dans l'air, dansant dans les rayons de lumière. Céleste, ma fille, jouait sur le tapis, entourée de chutes de tissu, essayant de faire de petites poupées. Antoine était dans l'atelier, discutant avec un de mes employés d'un nouveau projet pour un hôtel de luxe. La vie était belle, elle était pleine de défis, de moments de doute, mais elle était aussi pleine de joie, d'amour, de sens. J'avais appris que le bonheur n'était pas un état permanent, mais une succession de moments précieux, de petites victoires. J'avais appris à apprécier les aspérités de la vie, les moments de difficulté qui nous rendent plus forts. Le pardon était venu naturellement, non pas comme un effacement du passé, mais comme une acceptation. J'avais pardonné à Julien pour ses trahisons, à Clara pour ses manipulations. Et surtout, je m'étais pardonné à moi-même pour ma naïveté, ma vulnérabilité. J'avais accepté que la vie soit imparfaite, que les gens soient complexes et que le chemin soit souvent semé d'embûches. Le soleil continuait à briller, inondant l'atelier d'une lumière douce et chaude. L'odeur du lin brut, si caractéristique, flottait dans l'air, légère comme un souvenir, mais lourde, comme la paix retrouvée. J'ai souri. J'avais trouvé mon chemin, ma vérité, ma liberté. Et tout cela était tissé dans le lin brut, dans la simplicité et l'authenticité d'une vie enfin apaisée. Je me suis retournée vers ma fille, qui riait en jouant avec ses morceaux de tissu. Son rire innocent était la plus belle des musiques. C'était l'écho du serment, non pas celui de la trahison, mais celui de la vie elle-même. La promesse que la beauté peut renaître des cendres, que le pardon peut guérir les blessures et que la simplicité peut offrir la plus grande des richesses. La vie n'était pas d'un conte de fées, mais elle était magnifique, et j'étais prête à l'embrasser, avec tous ses défis et toutes ses merveilles.